Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullah. Dans ce cours, on va étudier, comme vous le voyez, la reproduction chez les plantes au niveau de la deuxième unité ou bien le deuxième semestre. Comme vous le voyez dans les photos qu'on vous a présentées, les plantes envahissent les écosystèmes grâce au phénomène de la reproduction. Donc, au cours de cette unité, on va traiter un ensemble de chapitres. Donc, on va vous donner, dans un premier lieu, on va vous donner les grands axes qu'on va traiter au cours de ce semestre. Dans le premier chapitre, on va traiter la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Bien sûr, les plantes à fleurs sont subdivisées en deux sous-groupes, à savoir les angiospermes et puis les gymnospermes. Après, on va traiter la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Et après, on va voir le cycle de développement de ces plantes qu'on a traitées. Et après, on va voir la reproduction asexuée, un autre mode de reproduction. Et enfin, on va voir la modification génétique des plantes et les OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Et on va finir ce programme avec la classification des plantes. Donc, au niveau de l'introduction, je vais dire que pour garantir leur pérennité et leur multiplication, les plantes, comme tout être vivant, recourent à la reproduction. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'observation de plantes différentes. Donc, comme vous voyez au niveau de la première photo, on a un arbre de citronnier, on voit bien les fleurs, hein, et puis le fruit qui est le citron. Hein. Et si on contemple bien l'arbre, on voit que les fleurs se transforment en fruits. Là, on a un autre type de plante, il s'agit en l'occurrence du cèdre. Donc, il est caractérisé par son allure sous forme de cône. On le trouve dans les régions montagneuses comme la région d'Ifrane. Hein. Comme vous voyez sur la photo, on voit des structures qui sont caractéristiques des cônes, qui sont caractéristiques des cèdres qu'on appelle des cônes. Après, on voit notre type de plante, il s'agit en l'occurrence de fougères. Hein, ce sont des plantes qui vivent dans des milieux humides. Alors, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des tiges, mais ce sont des feuilles qui sont composées et qui sont insérées au niveau d'une tige qui est souterraine qu'on appelle rhizome. Au niveau de la quatrième photo, on voit un autre type de plante. Hein, il s'agit de bryophytes qui poussent également dans des milieux humides. Hein, et vous voyez là, les plantes sont de très petite taille qui présentent un gamétophyte et un sporophyte qu'on va voir en détail lors de ces séances prochaines, Inch'Allah. Là, on a un autre type de plantes qui sont très rudimentaires. Ils n'ont pas d'appareil végétatif bien individualisés. Ce sont des talophytes, hein, forment ce qu'on appelle un groupe d'algues marines qui vivent essentiellement, ou bien surtout dans des milieux aquatiques. Hein. Vous voyez qu'ils ont une structure très rudimentaire. Hein. Donc, on peut subdiviser ces plantes selon, ou bien se caractérise par leur biodiversité, qui est énorme, au niveau de leur forme, au niveau de la production ou non de fruits et au niveau de leur milieu de vie. Et on distingue selon, bien sûr, la présence ou l'absence de fleurs, de plantes à fleurs et qu'on appelle les angiospermes et le gymnosperme, donc ça regroupe deux groupes de végétaux. Et puis on a les plantes sans fleurs dans ce groupe entre les algues, les fougères et les mousses. Donc de là, on va se poser la question, quels sont les différents modes de reproduction chez les plantes, puisque dans cette partie, on va s'intéresser essentiellement à la reproduction et la multiplication des plantes. Puis on va essayer de
dégager ou bien découvrir les organes impliqués dans chaque mode de reproduction. Donc, on va entamer notre étude par la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les spermaphytes. Donc, avant tout, on va donner une petite définition à la reproduction sexuée. Donc, vous avez déjà vu ça au cours de l'enseignement collégial. Donc, la reproduction sexuée peut être définie comme étant une reproduction qui se fait entre deux individus de la même espèce, mais qui sont de sexe opposé. Et au cours de cette reproduction sexuée, bien sûr, il y a production de gamètes mâles et de gamètes femelles. Donc, à travers ce chapitre, nous allons étudier ce phénomène chez deux principaux plantes. Il s'agit, en l'occurrence, comme vous le voyez sur le document, donc on a une pomme, un fruit de pomme. Vous voyez qu'au sein du fruit, on trouve des graines. Donc, et par la suite, on voit que les graines sont couvertes ou bien cachées les graines sont cachées dans le fruit. À la différence de ce type de plantes, on a d'autres plantes qui produisent des graines qui sont non couvertes, au niveau des cônes, et essentiellement chez les gymnospermes, qu'on va voir et qu'on va le détailler après. Donc, et par là, on peut subdiviser les plantes à fleurs en deux grands groupes. Les angiospermes, qui sont des plantes à graines enfermées dans des fruits, comme le cas des pommiers, et des gymnospermes, qui sont des plantes à graines nues, non enfermées dans des fruits. Et pour vous rappeler, angio, ça veut dire caché, et sperme, ça veut dire graines. Donc, les angiospermes, ce sont des plantes qui produisent des graines qui sont cachées dans un fruit. Et pour les gymnospermes, ce sont des plantes qui produisent des graines qui sont nues, c'est-à-dire qui ne sont pas couvertes, comme vous le voyez au niveau du cône du cèdre ou bien du pin. Donc, on va entamer la reproduction chez les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à graines qui sont enfermées dans un fruit. Donc, au niveau de l'introduction, je dirais que les angiospermes et les cormophytes, d'une façon générale, ont un appareil végétatif qui est constitué de racines, de tiges et de feuilles. Ces organes assurent la nutrition et la croissance. Ainsi, au niveau des racines, la plante, comme vous le saviez déjà, absorbe l'eau et les sels minéraux qui forment la sève brute. Les feuilles sont le siège de la photosynthèse qui aboutit à la formation de la matière organique qui va former ce qu'on appelle sève élaborée. Donc, la reproduction, ce qui nous intéresse, nous, c'est les organes qui interviennent dans la reproduction. Donc, ce sera notre objectif dans ce cours-là. Étant ancrées dans le sol par leurs racines, les plantes à fleurs ne se déplacent pas. Donc, on peut se poser la question comment elles peuvent se reproduire et conquérir l'espace. Donc, on voit à partir des documents que les plantes, en l'occurrence, il s'agit là de l'érable, elle est connue par sa graine BLA, c'est-à-dire qui est formée par deux ailes. Elle produit des graines et comme vous allez le constater, lorsqu'ils produisent des graines, elles donnent de nouvelles plantes, de nouveaux individus, et ce qui va permettre la colonisation de l'espace et la multiplication. Donc la dissémination ou bien la dispersion de l'espèce et sa multiplication, elle se fait essentiellement par les graines. Or, la graine, elle est contenue dans le fruit. Donc, on peut se demander comment se forme donc le fruit. Donc, vous voyez à partir de ce document que la fleur chez le cerisier suit ou bien aboutit à la formation du fruit qui est le cerise ici, qui est une baie. Donc là, on voit que la fleur se transforme en fruit contenant une graine. Donc, on va focaliser notre étude sur la transformation de la fleur en fruit contenant la graine. Donc, le fruit contient une graine qui assure la dissémination de l'espèce, la multiplication et la résistance lors de la mauvaise saison.
Donc de là, on peut se poser les questions suivantes. Quel est le rôle de la fleur dans la reproduction sexuée chez les angiospermes? Et puis comment se fait la transformation de la fleur en fruit? Comment se fait la germination de la graine et quelles sont les conditions de sa germination? Donc on va tout d'abord, pour déterminer le rôle de la fleur dans la formation des fruits et des graines, on va aborder dans un premier lieu la dissection d'une fleur. On va commencer par la dissection de la fleur. Donc on a la fleur de cerisier, comme vous le voyez ici. Elle est présente des pétales qui sont des languettes blanches. Hein. Et puis on a des éléments, bien des structures sous forme de tiges qui sont enflées dans la partie supérieure et qui forment ce qu'on appelle les étamines. Hein, et au centre, on voit le stigmate et le style du pistil qu'on va voir après. Donc là, vous avez la légende. Donc vous voyez que la fleur elle est formée par des cerisiers, elle est formée par des pétales. Hein, le pistil au centre et qui est entouré par des étamines qui sont des sortes de tiges, comme je disais tout à l'heure, avec des anthères qui sont les parties enflées dans la partie supérieure de l'étamine. Donc, après avoir vu la fleur d'en haut, hein, on a une autre vue d'en bas. On voit d'autres éléments qui n'étaient pas visibles lors de la première fleur. Là, c'est une vue d'en bas. On voit d'autres structures ou bien d'autres pièces florales. Il s'agit en l'occurrence des sépales. Hein, ce sont des languettes qui sont vertes. Hein, et le point d'insertion des pédoncules, vous le voyez ici. Voilà. Donc là, vous avez la légende. Hein. Donc vous voyez là les pétales qui sont blancs et les sépales qui sont verts. Donc on va dégager les pétales et les sépales et on voit d'autres structures qui sont bien caractérisées au niveau de la photo. Donc là, on a le pédoncule. Hein. Et puis on a les sépales, hein, et donc on n'a pas dégagé les sépales, on a dégagé uniquement les pétales, et puis vous avez ces éléments qu'on appelle les étamines, des sortes de tiges avec des anthères que vous voyez ici, voilà. Et puis au centre vous voyez le style et le stigmate qui forment le pistil ou bien le gynicée comme on va voir tout à l'heure. Donc au niveau de la légende, donc vous voyez vous pouvez retenir la légende. Donc on a les sépales qui sont verts, des languettes verdâtres, et puis le stigmate à l'intérieur, hein, le stigmate du pistil, qui est la partie terminale des styles. Hein, et puis vous avez les étamines, hein, que vous voyez ici. Donc maintenant on va passer on va réaliser une petite observation des éléments contenus dans l'antère de l'étamine. Donc on va prendre à l'aide d'une pince la partie renflée, c'est-à-dire l'antère de l'étamine. Voilà. On va la déposer au niveau sur une lame. Voilà. Vous voyez là les étamines, l'antère qu'on a dégagé à partir de l'étamine, voilà, les antères. Et on va les déposer sur une lame et on va écraser les antères. Hein. Bien sûr, on va ajouter une goutte d'eau et puis on va passer à l'observation microscopique, hein, avec un faible grossissement. On ne va pas réaliser un grand grossissement. Hein. Vous voyez que les antères des étamines contiennent des grains de pollen. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu ça lors de l'enseignement collégial que les étamines des fleurs produisent des grains de pollen. Après avoir dégagé bien sûr les étamines, il nous reste, le pistil. Hein, vous le voyez, il est ancré au centre du pédoncule, avec trois parties, hein, sont bien visibles. Dans la partie haute, vous voyez le stigmate. Hein, on va voir après le rôle du stigmate. Hein, et puis on a le style, hein, sorte de tige ou bien de tube, et à la base un élément enflé qui forme ce qu'on appelle l'ovaire.
Donc la légende, donc la photo suivante va nous donner la légende. Donc vous voyez les composantes, ou bien les composants des pistils. Vous avez le stigmate et le style qui relie le stigmate avec l'ovaire en bas. Là, on a réalisé une coupe longitudinale au niveau du pistil. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est la partie basale, c'est-à-dire au niveau de l'ovaire. On voit une structure, comme vous le voyez au niveau de la légende, forme ce qu'on appelle l'ovule. Il faut faire une distinction ici. L'ovule qu'on voit ici, ce n'est pas comme l'ovule chez les animaux, parce que là, c'est une structure qui est multicellulaire. L'ovule chez les animaux, c'est une structure unicellulaire qui forme le gamète femelle. Là, il faut distinguer l'ovule chez les plantes de l'ovule chez les animaux. Donc, vous voyez là l'ovule qui est couverte par la paroi de l'ovaire et qui est surmontée par le style et enfin par le stigmate. Une autre coupe au niveau de l'ovaire, on voit nettement l'ovule au centre de l'ovaire. D'ailleurs, vous le voyez sur la photo légendée. Donc, en résumé, on va déterminer les différentes pièces florales qui forment la fleur. Vous avez là. Donc là, on a une fleur. On va commencer par les éléments du centre. On a le stigmate, et puis le style, et puis enfin l'ovaire. Le tout forme ce qu'on appelle le pistil ou bien le gynicée, et qui forme l'organe femelle comme on vient de le découvrir, parce qu'au niveau de l'ovaire, on a trouvé une ovule qu'on va voir après, qui contient ou bien qui renferme le gamète femelle. L'autre élément essentiel, c'est l'étamine qui est formée par la partie haute qui est l'antère, qui est surmontée ou bien portée par le filet. Le tout forme bien sûr une étamine, donc qui est l'organe reproducteur mâle. Et enfin, on a les pétales, les pétales qui sont généralement de couleur vive. Ils prennent différents types de couleurs selon les espèces. On a les pétales et on a également les sépales à l'extérieur. Voilà, on a les sépales. Et enfin, le tout il est pris sur le réceptacle. Le tout il est porté par le réceptacle qui joue le rôle de support qui est inséré sur la tige. Donc, en conclusion, je vais conclure ou bien je vais résumer ce qu'on vient de voir sous forme de tableau. Donc là, vous avez sur le schéma une fleur qui n'est pas réelle, qui est étirée, qu'on a étirée comme de l'élastique, bien sûr pour distinguer les différents éléments composant la fleur. On va commencer par la base, puisque la fleur son départ se fait à partir de la tige. Donc, dans la partie basale, on trouve une bractée qui est une sorte de feuille identique au pas, à des feuilles ordinaires, donc selon les espèces. Et puis, on a des préfeuilles qui peuvent être soit au nombre de 1 chez les monocotylédones ou bien de 2 préfeuilles chez les dicotylédones. Et puis, on a les sépales. Donc, l'ensemble des sépales forme ce qu'on appelle le calice. D'ailleurs, on a noté le M pour désigner le genre, c'est-à-dire le calice, ce n'est pas la calice. Ces éléments, ils jouent un rôle de protection des boutons floraux avant l'éclosion de la fleur. La fleur elle est protégée par le calice. Et après, on a les pétales. L'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle. C'est F, c'est relatif au genre, donc c'est la corolle, dont le rôle c'est l'attraction, si vous voulez, c'est l'attraction des animaux pollinisateurs comme on va voir après. Après, vers l'intérieur, on trouve les étamines, comme vous les voyez. L'ensemble des étamines forme l'androcée, c'est masculin, andros ça veut dire homme, et donc par la suite l'étamine forme ce qu'on appelle l'organe reproducteur mâle. Et enfin, au centre, on a le gynicée ou le pistil qui est formé par un ensemble de carpelles. Et gynicée, c'est relatif
au gonaïkos, c'est-à-dire femme, hein, et par la suite le gynécée, ça forme l'organe reproducteur comme l'organe reproducteur femelle. Donc le calice et la corolle forment ce qu'on appelle le périonte, hein, de grec péri, ça veut dire autour, et entre, ça veut dire fleur. Donc ce schéma est tiré de la fleur, ne tolère aucune dérogation. La séquence des pièces de l'extérieur vers l'intérieur est toujours la même, c'est-à-dire qu'on trouve toujours sépales, pétales, étamines et carpelles. Il faut noter bien que quand il n'y a pas, ou bien quand il n'y a qu'une enveloppe florale, on l'appelle par convention calice, même si elle est colorée. Donc si on n'a pas si on n'a pas les pétales et sépales, on a un seul, si on a une seule pièce florale, on va l'appeler calice. Donc, en conclusion, hein, sous forme de texte, dans une fleur, on distingue généralement 4 grands ensembles de pièces florales qui sont souvent regroupées ou bien séparées sur le réceptacle floral. Et on désigne 2 ensembles de pièces stériles ou bien enveloppes florales formant ce qu'on appelle le périonte. Bien sûr, on va trouver le calice qui est constitué de sépales, dont le rôle c'est de protéger la fleur. Et puis on a la corolle qui est constituée de pétales généralement vivement colorés, dont le rôle est d'attirer les animaux pollinisateurs qui sont pour la plupart des insectes. Donc on a 2 ensembles de pièces stériles ou enveloppes florales formant le périonte, à savoir le calice qui est constitué de sépales destinés bien sûr à protéger la fleur. Et puis on a la corolle qui est constituée de pétales généralement vivement colorés, dont le rôle est d'attirer les animaux pollinisateurs qui sont pour la plupart des insectes. Le deuxième ensemble de pièces, ce sont les pièces fertiles, comme on vient de nous montrer, qui sont impliquées dans le phénomène de la reproduction. Donc ces pièces, on a les subdivisées en 2. Hein. On a l'androcée, qui est constitué d'étamines. Chaque étamine comprend un filet et une anthère. Et puis le gynécée, ou bien le pistil, qui est au centre de la fleur. Elle est formée de carpelles qui peuvent être soit libres, soit soudées entre eux. Donc chaque carpelle, elle est composée d'un ovaire, ou bien c'est l'inverse, je m'excuse. Chaque ovaire, elle est composée de carpelles. L'ovaire, c'est la partie renflée et creuse contenant les ovules d'un style prolongement de l'ovaire qui se termine par un stigmate.